Hey, savez-vous que ça fait 6 fois qu'on se rencontre, c'est extraordinaire. Ça va être triste quand ça va être fini, hein? Mais là, ce soir, écoutez, on est choyés, on est absolument choyés. 6e conférence, on parle d'indépendance à Terrebonne et dans les conseils résidents. Depuis 2 mois, de façon intensive, il y a des gens qui viennent nous voir, pas juste de Terrebonne, pas juste des membres, pas juste des militants, du monde qui se pose des questions sur le Québec. C'est formidable. Merci d'être là, vous tous. C'est vraiment génial. Je veux d'une part vous dire que la semaine prochaine, dimanche, c'est l'Assemblée générale annuelle, qu'on fait une fois par année d'ailleurs, du Parti québécois de Terrebonne. Et le Parti québécois de Terrebonne vous invite à venir assister à cette Assemblée générale annuelle, même si vous n'êtes pas membre, ou même si vous êtes membre. Oui, il y a un brunch. Et non, c'est pas ça. On voit les vraies valeurs. On voit les vraies valeurs. Assemblée, donc, oui, où il y a les choses plates, là, rapport annuel, trésorier, etc. Des choses qui peuvent être plus intéressantes, élection d'un nouvel exécutif, d'un nouveau président, qui sait. Ah, c'est moi, ce président de Terrebonne, mais bon. Et puis, il y a aussi M. Bernard Drainville, qui va venir nous voir pour faire la 7e conférence de projection de l'indépendance. M. Drainville va venir nous parler. Vous êtes invités, tous et toutes, à venir l'entendre. Comme disait monsieur, il y a un brunch vers 11h, je pense, quelque chose comme ça. C'est sur le bras, hein? C'est sur le bras, oui, c'est ça. On va faire beaucoup de militantisme. Ça veut dire qu'on va mettre des petites tables à l'entrée pour avoir des dons. Vous êtes invités et incités. D'ailleurs, on a déjà eu une table ici, là, avec des dames charmantes. Si vous avez des dons à donner, comme ça, c'est bon, ça. Des dons. Et puis, renouveler votre carte de membre, ce genre de choses, c'est vraiment formidable. Alors, donc, voilà. Monsieur Drainville. Et après, donc, brunch. Mais le brunch, c'est pas pour rien, c'est parce qu'après le brunch, il y a une consultation, une grande consultation. J'ai expliqué aux gens qui m'ont entendu à plusieurs reprises, mais je vous le répète des fois qu'il y aurait des petits nouveaux. Le Parti québécois est dans une... il s'est passé quelque chose le 7 avril, vous vous souvenez peut-être pas, mais il y a quelque chose qui s'est passé qui nous amène à reconsidérer, à redéfinir, à repenser, à réévaluer des choses. Et notre invité de ce soir va nous en parler de ces choses-là aussi. Elle va nous donner sa vision de comment les choses pourraient évoluer. Donc, dans ce cadre-là, on fait une grande consultation des membres. Donc, après l'Assemblée générale annuelle, après le brunch de 11h, il y aura cette consultation des membres et on a des thèmes très précis à vous présenter. On parle-tu de l'indépendance, oui ou non? Puis si oui, comment on en parle? Puis c'est quoi la social-démocratie au Québec? C'est quoi? Comment on s'organise là-dedans? Comment on gère ça? Puis quel genre de pays on va avoir si on a un pays? Comment il va être installé de cette façon-là? On va parler de justice sociale, on va parler d'économie, on va parler de tous ces genres de choses. Si vous avez des mots que vous voulez nous faire entendre, venez nous les prononcer à cette réunion-là de dimanche prochain, de 7 avril. Je veux aussi vous dire que le... C'est juste pour voir si vous écoutiez. 7 avril, je ne sais pas pourquoi ça m'a quand même... Ça m'a marqué d'une façon ou d'une autre. Le 6, non pas avril, mais le 6 décembre, c'est... Vous connaissez peut-être? Le 7. Non, là, je vous parle du 6, là. Le 7 décembre, c'est l'Assemblée. Le 7 décembre, c'est l'Assemblée, mais avant ça, le 6, juste vous dire que vous avez peut-être entendu parler du Conseil pour la souveraineté. Eh bien, cet organisme-là change de nom de façon officielle. Ça devient le oui. C'est beau, le oui. Un oui, c'est positif, comme disait notre ami Sol. Le oui, donc, c'est les Organisations Unies pour l'Indépendance. Et il y a le WIT. Le oui, Terrebonne. L'organisation... Les Organisations Unies pour l'Indépendance, Terrebonne, section Terrebonne. Et le WIT, un des porte-parole du WIT, c'est monsieur Florian Jutras, qui est quelque part. Oui, il est là. Il est juste Ah ben il est juste là, il est à ma droite, à la droite du père. Et monsieur Florian, lui, il est très intéressé à vous parler de ce qu'il veut faire. En fait, toute cette organisation-là veut faire ce qu'on appelle l'opération Bélier. L'idée, c'est de commencer électeur par électeur, citoyen par citoyen, maison par maison, porte par porte, et expliquer aux gens c'est quoi l'indépendance. Et venir, donc, éclairer, informer, intéresser. Et il a besoin, il ne peut pas faire ça tout seul, il a besoin de gens pour l'aider. Donc, vous venez le voir tout à l'heure après la conférence.
Et vous venez lui dire que vous êtes motivé, que vous voulez aider l'indépendance et que vous voulez aider à convaincre les gens. Voilà. Écoutez, il y a une pléthore d'invités d'honneur qui sont avec nous ce soir. Je vous présente, vous le connaissez peut-être déjà un peu, M. Mathieu Traversier, député de Terrebonne. Madame Diane Gabrouille-Hamelin, qui est cachée. Alors! Et t'es bonne, c'est incroyable. Monsieur René Labrie, ex-président de la commission scolaire des Bâtiments. Monsieur Marc Michelot, candidat à l'investiture du Bloc québécois de Montcalm. Madame Louise Barry, présidente du Bloc québécois de Terrebonne et candidate à l'investiture du Bloc québécois de Terrebonne aussi. Je l'oublie tout le temps aussi, ce qui est Jacques Tremblay. Ah, il est là, Jacques Tremblay, candidat à l'investiture du Bloc québécois de Montcalm. On ne connaît pas, mais Madame Thérèse Chaput, présidente du Bloc québécois, du Parti québécois de Joliette, qui est venu en grand équipage avec son équipe. Merci Thérèse, c'est un plaisir de voir. Monsieur Michel Boudria, candidat à l'investiture du Bloc québécois de Terrebonne. Moi, je suis venu vous voir aussi. Donc ça, c'est bien. Écoutez, j'ai pas le temps de vous dire tout le bien que je pense de notre conférencière de ce soir. Écoutez, elle est élue en 2008. C'était 3 élections. Comme députée, elle a été ministre. Comme députée du Parti québécois. Députée de Joliette. Elle n'a pas juste fait ça dans la vie, elle a fait plein d'affaires. Diplômée de McGill. Elle a fait, ça c'est vraiment un bilingue, hein? Elle a fait le common law, puis l'autre. Le droit civil. Le droit civil. Tout ça à McGill. Ça c'est vraiment un bilingue, c'est hyper rare. Elle a aussi une maîtrise, je pense, London School of Economics, en analyse des politiques sociales. Puis quoi d'autre que je n'aime? C'est ça. Ça ressemble à ça pas mal. Ah, l'autre, c'est les nappes. Non, après, là, je ne suis pas rendu à les nappes. Et elle a effectivement étudié à la maîtrise en administration publique à l'ENAP. Elle a fait plein d'affaires. On sait qu'elle est fine, on sait qu'elle est brillante, on sait qu'elle est bonne, on sait qu'elle est agréable, mais on sait qu'elle est très efficace aussi. Elle a été la seule, ou une des seules, je pense. Elle a présenté un projet de loi. Alors qu'elle était... Déjà, ça avait commencé dans l'opposition, après ça a continué comme ministre. On s'est fait battre. Et puis, elle a continué à faire partie de la gang qui a fait ça, ce projet de loi-là. Et non seulement ça, mais elle a été reconnue comme auteur, co-auteur de la loi sur les soins anti-médicaux. C'est remarquable! C'est une femme rassembleuse. Je ne veux pas dire que c'est une femme de compromis, parce qu'elle n'a pas de compromis, mais elle est capable d'élaborer des consensus. Elle a travaillé de façon extrêmement compliquée avec les gens. Elle a réussi à amener tout le monde autour de la même table, de façon unanime, à accepter ses projets. Elle a fait une loi, elle a travaillé à une loi remarquable sur l'itinérance aussi, dont on avait extrêmement besoin. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je veux vous présenter une femme de cœur, une femme de vision, une femme de conviction, une femme de compassion, une femme qui va nous montrer, on attend d'elle qu'elle nous éclaire, qu'elle nous indique comment on doit poursuivre notre chemin vers l'indépendance, comment le Parti québécois doit évoluer. Madame Véronique Yvon. Merci beaucoup, Robert. Alors, je sais où venir quand je vais être déprimée dans l'avenir. Alors, cher Mathieu, avec qui j'ai débuté aux aurores la journée parce qu'on est allé prendre le deuxième trajet du nouveau train de l'Est qui commençait aujourd'hui ses trajets avec la population. Donc, il m'a fait lever très tôt.
Et on a eu beaucoup de plaisir ce matin. Chère Diane, que ça me fait toujours un grand bonheur. Diane était mon adjointe parlementaire quand j'étais ministre des Services sociaux. Ouais. Elle était d'une efficacité extraordinaire. Parce que Diane, elle était avec moi à travers toute la fin du processus de la loi sur les soins de fin de vie. Elle a été mon alliée indéfectible, de très bons conseils. Alors, je lui dois beaucoup et ça me fait chaud au cœur qu'elle soit là ce soir. Bien sûr, Robert et tous les membres de l'exécutif, merci beaucoup de votre présence. Je suis ravie de voir l'effervescence avec ces nombreuses candidatures au Bloc québécois. Qui disait que le Bloc québécois était mort et que le mouvement souverainiste était mort? Donc, des investitures au Bloc québécois, des candidats, des équipes et plusieurs militantes du Parti québécois, du Bloc québécois qui sont ici ce soir. Moi, je sens une grande effervescence et pour moi, c'est très, très réjouissant. C'est très réjouissant aussi de voir, je vais les saluer quand même, les gens de Joliette qui ont fait le trajet pour m'accompagner, mes fidèles Thérèse, Jacqueline, Denise, Robert, Alexandre. Donc, c'est des alliés aussi indéfectibles et qui sont à la base donc des raisons et aussi du succès que je peux avoir en campagne électorale. Puis, je veux souligner que j'ai deux petits cousins qui sont ici, que je ne vois pas souvent, qui restent à Repentigny et ça me fait chaud au cœur qu'ils se soient déplacés. Donc, merci beaucoup à vous deux d'être là ce soir. La belle relève pour... oui, bienvenue à la visite. Écoutez, ça va être très relax pour vous ce soir. Aucun stress. Moi, je ne suis pas candidate. Donc, vous n'avez pas à m'analyser sur toutes les coutures. Pas de bulletin à signer. Donc, vous n'avez pas à vous stresser à savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Ce que je souhaite ce soir, c'est partager avec vous les réflexions que j'ai pour la suite des choses au parti, pour le mouvement souverainiste, pour cette cause fondamentale qui nous unit, parce que je pense qu'on est tous ici, d'abord et avant tout, parce qu'on pense que le peuple québécois, que la nation québécoise mérite d'avoir tout ce à quoi un peuple normal devrait avoir droit, c'est-à-dire un État normal qu'il peut façonner selon ses priorités et ses valeurs. Donc, heureuse de voir la vitalité, mais j'en doute jamais avec Mathieu, la vitalité de l'organisation. Vous êtes en bout de marathon, le 6 de site. Je me dis, s'il y a 10 personnes, ça va être formidable. En plus que la semaine dernière, je comprends qu'il y a eu un engouement important pour une certaine candidature. Donc, je suis très heureuse de vous voir nombreux, comme je le disais, de sentir une effervescence parce que, évidemment, il faut se rappeler, moi je suis comme Robert, je pense que c'est important de se rappeler du 7 avril, de ne pas l'oublier, malgré qu'on est déjà rendu beaucoup plus loin que où on était au lendemain du 7 avril. Mais moi, ce que j'avais déclaré à ce moment-là, c'est que j'avais dit que des grandes crises peuvent sortir des grandes choses. Des moments de grands bouleversements peuvent émerger de grandes transformations. Et je suis convaincue qu'on a devant nous une opportunité extraordinaire de reconstruction de notre parti, mais de reconstruction de notre mouvement avec les Québécois, pour les Québécois, mais avec les Québécois, parce que ça doit d'abord partir d'eux. Donc, quand je sens une effervescence, ça me réjouit, parce que je me dis, cette espèce de prédiction-là que je faisais le lendemain devant des journalistes incrédules qui me disaient « Oh boy, quel optimisme », alors qu'on prédisait la fin presque du parti, de dire qu'allait émerger une grande transformation. Bien, j'y crois plus que jamais à voir dans quel état on est maintenant et à m'imaginer comment, en continuant à progresser, où on va pouvoir être dans 4 ans. Pour moi, la première chose, je dirais la première règle, c'est de surtout pas se mettre la tête dans le sable par ailleurs, malgré cette effervescence, cette volonté que l'on sent de reconstruire. C'est de ne pas se mettre la tête dans le sable ou la tête dans l'autruche, comme dirait notre ami Deltel et les caquistes, et de se dire que la tête dans l'autruche, c'est jamais bon, surtout quand c'est l'idée des caquistes, mais de se dire qu'il faut prendre cette occasion-là pour se dire qu'on a peut-être, on s'est peut-être un peu perdu en cours de route
Du moins, c'est un peu mon analyse. Et je pense qu'on a perdu les gens en cours de route et certainement dans la dernière campagne électorale. Puis le but, c'est pas de faire le post-mortem pour une xème fois ce soir. C'est juste de se dire que je pense que plusieurs avaient du mal à voir qui nous étions, nous, le Parti québécois, en 2014, dans cette campagne-là. Mais c'est pas juste la campagne. Je pense que c'est depuis un certain nombre d'années qu'on avait un peu de mal à reconnaître notre âme, notre essence, ce qui vraiment était le cœur de notre engagement, de nos convictions, au-delà de ce qu'on dit sur papier ou ce qu'on pouvait chanter et scander entre nous dans les assemblées partisanes du Parti québécois, quand on dit « on veut un pays », mais de voir comment les gestes suivaient les paroles, de voir quelle était vraiment notre force, notre direction. Et vous l'avez vu comme moi, dans la dernière campagne électorale, il y a un certain mot qui s'appelle « référendum », qui semble avoir effrayé certaines personnes. Et moi, comme je le dis toujours, le référendum, c'est pas ça qui fait que je milite au Parti québécois, c'est pas ça qui fait que je suis pleine d'énergie et d'enthousiasme pour faire valoir cet idéal, ce projet fondamental qui nous unit. Je me réveille pas la nuit pour rêver au référendum puis me dire « Wow, un référendum, j'aime mieux un référendum, une élection référendaire, premier mandat, deuxième mandat, constituante, pas constituante, constituante avant le référendum, comment on va mettre ça? Ah, élection référendaire serait peut-être mieux. » Je pense pas que c'est ça qui nous anime profondément. C'est le projet. Sauf que dans la dernière campagne, il y avait en quelque sorte un camp du non qui scandait le mot référendum comme un épouvantail, mais il n'y avait malheureusement pas de camp du oui qui expliquait les raisons profondes, le pourquoi de ce projet-là, la pertinence toujours renouvelée de ce projet-là. Et je pense qu'on a un défi collectif de démontrer la pertinence. On a un défi de pertinence à relever. Moi, je suis convaincue que le projet, il est plus pertinent que jamais, que les raisons de le faire s'additionnent et ne s'excluent pas, au contraire. Mais c'est notre tâche de le démontrer avec toute la passion qu'on peut avoir au Parti québécois et au sein du mouvement souverainiste. Donc, je pense que, partant de là, on a un premier grand défi. Après se dire qu'il ne faut surtout pas retourner dans nos ornières et puis retourner la tête dans le sable, la tête dans l'autruche, c'est ça, non? Et qu'il faut donc rebâtir la confiance. Rebâtir la confiance envers notre formation et les citoyens. La confiance, elle est mise à mal en ce moment, vous le savez tous comme moi, elle est mise à mal à l'égard de l'ensemble de la classe politique. Les gens sont désabusés et on peut les comprendre. Personnellement, je les comprends parce que je pense pas qu'on leur renvoie toujours l'image la plus positive en politique, nos manières de faire des huettes, notre combat perpétuel qui tombe souvent dans l'ultra-partisanerie, les exemples évidemment de fraude, de commission Charbonneau, de scandales qui se sont multipliés sous l'ère des libéraux, c'est rien pour redonner confiance puis pour combattre le cynisme. Et vous savez, je le dis souvent, mais les libéraux, c'est leur jeu d'alimenter le cynisme. Parce que quand les gens sont désabusés, qui ne croient pas dans la chose publique, qui ne pensent pas qu'on peut faire confiance aux politiciens, bien, ils se réfugient un peu dans le confort et l'indifférence en quelque sorte. Ils se réfugient un peu dans le pouvoir pour le pouvoir et les libéraux sont excellents là-dedans. Ils sont là pour le pouvoir. Demandez-leur ce qu'ils veulent faire avec. Ils ne savent pas, mais le pouvoir, ils trouvent ça vraiment extraordinaire. Et donc, ça fait leur jeu parce que des gens démobilisés, est-ce qu'ils vont s'engager dans un projet collectif comme celui de bâtir un pays qui passe évidemment par le politique? Non, ça va être plus difficile. Donc, c'est une manière pour eux d'éloigner les gens du collectif et c'est à nous de faire de la reconstruction de la confiance un combat de tous les instants. Et moi, je pense que tout part de la confiance. Et pour ça, il faut partir des gens, il faut partir de l'écoute. Donc, clé numéro 1 pour rebâtir la confiance, l'écoute. Partir des préoccupations, des besoins, des aspirations des gens, autant individuelles que collectives. Mais malheureusement, je pense que ça nous est arrivé d'être un peu dans notre univers, que j'appelle des fois parallèle, fort de nos certitudes, et d'oublier de connecter ce qui nous anime avec ce qui anime les gens dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours. Et je pense que ça, c'est un défi énorme de repartir des gens. Je le dis souvent, mais le projet de souveraineté,
c'est une fin en soi extraordinaire, parce que c'est d'offrir aux gens rien de moins que de leur offrir leur liberté d'action politique, économique, d'action sur la scène internationale, leur liberté d'épanouissement linguistique, culturel, c'est de leur offrir la liberté. Et jamais la liberté va être dépassée. Jamais tous les États qui sont libres et qui sont souverains diraient que c'est une cause qui est dépassée, qui n'est pas en phase avec leur population. Les 195 États qui sont libres et qui sont souverains ne voudraient pas revenir en arrière. D'ailleurs, vous savez que plusieurs le disent, mais est-ce que vous avez déjà vu un État qui a acquis sa souveraineté et qui est revenu en arrière? Non. Parce que c'est un geste d'émancipation normal dans le cours de l'histoire d'un peuple. Et pourquoi ce serait dépassé pour tous ces États, que ce ne serait pas dépassé pour tous ces États, que ce serait dépassé pour nous qui n'avons pas cette chance d'avoir un État qui peut être à notre image. Donc, évidemment, la souveraineté, c'est la liberté, c'est l'autodétermination, et c'est en soi quelque chose de grand qu'on se doit d'offrir à un peuple qui se respecte. Mais c'est aussi un puissant moyen d'atteindre des objectifs, d'atteindre des changements, de transformer une société. Et moi, j'ai un peu le sentiment que nous, entre convaincus que nous sommes et excellents que nous sommes à se parler et à se convaincre entre nous, je ne sais pas si vous en êtes déjà rendu compte, mais on est extraordinaire pour se faire des beaux discours sur la souveraineté entre nous, mais des fois, d'oublier d'aller les porter dans des endroits moins convaincus. C'est pour ça que l'opération Bélier, c'est formidable. C'est une manière d'aller rejoindre en dehors de nos cercles habituels. Mais je pense qu'il faut se rendre compte que oui, on a trop souvent prêché dans des cercles de convaincus en se trouvant donc extraordinaires avec nos arguments de liberté et d'autodétermination. Mais pour aller voir les gens qui, à ce jour, ne sont pas convaincus, ne l'ont pas cette foi intrinsèque dans le projet, bien, il faut partir d'éléments plus rationnels. C'est pour ça que moi, je dis que le projet de souveraineté comme fin en soi et le projet de souveraineté comme moyen doivent cohabiter. Et comment on fait ça? Bien, on part des gens, de leur vie, de leur vécu. Qu'est-ce qui les préoccupe? L'environnement les préoccupe. Ici, là, dans la Naudière Sud, le tracé de l'oléoduc, ça les préoccupe. Bien, de faire ressortir à quel point on n'est pas capable d'empêcher ce projet-là. Ce n'est pas des farces, c'est la Régie de l'énergie fédérale. C'est le fédéral qui décide de ça. Ça les touche dans leur vie concrète. D'expliquer, c'est quand même assez absurde, que la loi sur le mariage, les gens, des fois, ils ne réalisent pas ça, que dans notre belle Constitution, il y a un jeune avocat que j'ai vu tantôt, le mariage, pour les conditions de forme, ça relève du Québec, mais pour les conditions de fond, ça relève du fédéral. Le divorce, ça relève du fédéral, mais la séparation, ça relève du Québec. Ça veut dire que selon que vous êtes marié ou pas marié, vos enfants ne seront pas assujettis aux mêmes règles avec des enjeux très concrets dans votre vie de tous les jours, dans votre cause de séparation ou de divorce, dans le fait que vous habitez ensemble comme conjoints de même sexe. C'est énormément de répercussions concrètes. Même chose quand on voit en ce moment ce que le fédéral est en train de faire, notamment avec l'assurance chômage, tout ce qu'il a fait. Bien, ça, c'est des impacts très concrets sur notre monde ici. C'est des impacts très concrets aussi de ne pas être capable d'avoir une vision d'ensemble du chômage, de l'employabilité, de l'assistance sociale. Tout ça devrait se tenir parce que c'est profondément lié. On n'est pas capable de faire ça. Pas plus qu'on est capable de dire au gouvernement Harper que ça n'a aucun sens d'avoir aboli le registre des armes à feu en cette semaine qui va célébrer le 25e de Polytechnique, d'avoir aboli le registre des armes à feu et en plus d'avoir déposé au cours des dernières semaines un projet de loi, comme si ce n'était pas assez d'abolir le registre, qui va plus loin dans la libre circulation des armes et qui assouplit les critères pour pouvoir posséder certaines armes. Ça n'a aucun sens, c'est un affront, c'est une gifle en pleine face. Et ça touche les gens. Parce que oui, au Québec, on n'est pas dans une tradition militariste, on n'est pas dans une tradition de défense de la liberté au port d'armes, comme de voir le gouvernement Harper décider qu'on va permettre le fractionnement du revenu, mais avec l'effet pervers de faire en sorte que les femmes qui gagnent des petits revenus pourraient avoir tout intérêt à ne plus aller travailler pour pouvoir être fiscalement, pour que ça puisse être fiscalement plus avantageux. Au Québec, on n'est pas là-dedans. Du moins, jusqu'à ce gouvernement-là qui est en train de tout déconstruire notre politique familiale et qui nous fait se poser de sérieuses questions.
Mais au Québec, c'est pas notre valeur d'égalité, notre valeur d'accès au marché du travail pour les femmes, pour toutes les femmes, de conjugaison, de conciliation travail-famille, c'est au cœur de qui on est, j'en suis convaincue. Mais c'est autant d'exemples, je pense, qui peuvent aller rejoindre les gens. Donc pour moi, c'est vraiment une manière de rebâtir la confiance. Une autre manière de rebâtir la confiance envers notre projet, c'est la transparence. Vous savez, on a souvent dit qu'il ne faut pas faire de stratégie ouverte, puis la fameuse théorie de la cage à homard, puis il ne faut pas trop dire nos choses d'avance. Moi, je pense qu'on est rendu complètement ailleurs. Je pense que les gens, ils ont soif de politiciens, d'une classe politique qui est faite d'ouverture, de transparence, d'intégrité, d'honnêteté, et qui va leur dire « voici le chemin que je veux emprunter, voici mon projet, et voici comment je compte y arriver, et avec vous, je vais tracer les étapes pour y arriver. » Et vous savez, qu'est-ce qui freine le plus les gens par rapport à la souveraineté? C'est pas parce qu'ils manquent de fierté. Des fois, un petit peu, là, on voit ce que M. Couillard nous dit, mais je pense pas qu'il y ait le Québécois moyen, pas du tout. Puis je pense pas que le Québécois, monsieur, madame, tout le monde, pense que parce qu'on reçoit de la généreuse péréquation du fédéral, on devrait laisser tous les pétroliers et tous les sables bitumineux de l'Ouest passer sur notre territoire par grandeur d'âme. Je pense pas que les gens y croient ça dans leur fin fond. Et donc, non, effectivement. Alors, cette transparence-là, elle est importante pour calmer les craintes des gens face à la souveraineté. Il y a plein de gens qui auraient le goût d'embarquer dans le projet, mais qui ont peur pour toutes sortes de raisons économiques, financières, qui se demandent à quoi ça pourrait ressembler après. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de quelque chose en psychologie 101? Si vous avez peur des serpents, vous avez une phobie des serpents, ils vont vous dire regardez des livres de serpents, aller à l'aquarium voir des serpents, aller au pet shop voir des reptiles. Si vous avez peur des araignées, c'est la même chose. Il faut que vous vous exposiez à votre crainte. Mais c'est comme si nous, on avait oublié ce principe fondamental-là, puis on se disait, on va pas trop en parler, on va faire nos preuves autrement, puis à un moment donné, quand le moment sera bon, on recommencera d'en jaser avec les gens. C'est selon moi exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut continuellement expliquer, mais surtout préparer le projet. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a 4 ans devant nous. Il faut faire contre mauvaise fortune. Donc, on est pris dans l'opposition pour 4 ans. On n'a pas eu le temps de s'habituer au pouvoir, puis de se rendre très confortable. On commençait tout juste à prendre nos aises, peut-être un petit peu moins cacophonique, et whoop, on a pris un grand serpent parlant de serpent, et on est retombé à notre case départ. Mais il faut faire le mieux qu'on peut avec cette période-là. Et moi, je pense que dans une certaine mesure, c'est une opportunité. C'est une opportunité que ces 4 années-là nous servent à nous redéfinir et à redéployer, probablement à déployer pour la première fois depuis 20 ans, un vrai plan de match. Quelque chose de précis, d'articulé, avec des étapes claires qui vont pouvoir permettre aux gens de voir dans 4 ans, pour la prochaine élection, où on s'en va avec notre projet et comment on est en mesure de le réaliser parce qu'on va avoir fait ça de manière tout à fait différente. L'autre principe, donc écoute, transparence, collégialité. Donc, et oui, j'ai réussi avec beaucoup d'autres élus à faire un projet de loi non partisan et un travail qui s'est échelonné sur 4 ans aussi. Et malgré un climat d'enfer à l'Assemblée nationale, où on était dans le scandale des garderies, la commission Bastarache, toutes les allégations de fraude, de corruption qui touchaient les libéraux, on était capable de se réunir, les 4 formations politiques, de fermer la porte et de dire il y a un intérêt supérieur qui nous occupe, qui doit nous habiter, c'est celui des citoyens, c'est celui des personnes en fin de vie. Et on a été capable, malgré tous ces écueils-là, de travailler ensemble pendant 4 ans, et avec toutes les circonstances difficiles que vous savez, 2 changements de gouvernement pendant ce temps-là, on a réussi à garder l'unanimité et à garder ce projet de loi-là bien vivant qui est devenu une réalité. Alors, il n'y a personne qui va me faire croire qu'entre formation souverainiste, entre mouvements souverainistes qui avons un objectif commun, qui est celui d'offrir la liberté aux Québécois et de leur permettre leur pleine émancipation,
on n'est pas capable de travailler ensemble, de se rassembler autour de cet objectif-là. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a 4 ans. Et on n'est pas obligé de tout faire ça à la perfection dans les premiers mois. On a du temps d'essai-erreur. Mais moi, je pense qu'on s'en voudrait énormément si on ne prenait pas cette période-là pour faire l'essai de travailler avec les autres formations, à se rapprocher, mais surtout à définir. Vous savez ce qu'on fait en Écosse, tout le monde en parle, tout le monde la revendique, la fameuse Bible écossaise. Bien, moi, je nous propose qu'on la travaille avec les autres formations et mouvements de la société civile, parce que ça part de la société civile, ce projet-là. Il ne sera jamais incarné si ce n'est que des élites politiques qui en parlent, qu'on travaille tous ensemble, et on va être capable de voir, de démystifier, de faire des questions-réponses, de parler de la période de transition, d'exposer les peurs et de leur apporter des réponses concrètes, comme on n'a pas fait depuis longtemps au Parti québécois. Puis on va être capable, je pense aussi, je suis tout le temps très idéaliste et ambitieuse, mais je pense qu'il faut l'être, de se développer un tronc commun de à quoi il pourrait ressembler le pays du Québec. Parce qu'on parle souvent du pays du Québec, mais c'est un petit peu désincarné. Moi, je dis, il faudrait arrêter un peu de parler du pays du Québec, puis de parler un peu plus du pays des Québécois. Des Québécois qui vont habiter le pays du Québec. À quoi ça va ressembler, ce pays-là? Et même si on a des visions différentes, et même si j'adhère au principe de dire que le pays, c'est pas un pays figé à gauche, au centre ou à droite, je suis 100% d'accord avec ça, mais on est certainement capable, ensemble, de voir les valeurs communes qui nous unissent, de faire l'exercice de questions-réponses, de démystifier les peurs et aussi de prévoir la transition. On peut même imaginer un projet temporaire de constitution. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais la première chose, je pense, qu'il faut faire, c'est de tendre la main et de s'asseoir ensemble pour commencer à travailler. Et le processus... Merci, monsieur. Je vais revenir 2 fois plus si je suis déprimée. Je t'avais dit que je n'étais pas tout seul, hein? Je t'avais dit que je n'étais pas tout seul. Donc, moi, je suis convaincue que le processus, il peut être aussi porteur, aussi important que le résultat en plus. Et donc, pour mourir dans la dignité, le processus a été garant de la légitimité, au bout du compte, de ce qu'on a fait. Puis c'est pour ça que la société a embarqué aussi fortement. Et moi, je suis certaine qu'on est capable, et moi, je rêve de travailler à ça, avec les autres formations, à tout de suite monter ce projet-là, ce qu'on pourra offrir aux Québécois, et pas tout de suite s'embarquer dans nos différences, s'embarquer dans ce qui nous rassemble, établir ce tronc commun, et il y aura de la place pour nos divergences. Parce que je pense que, vous savez, cette sempiternelle question que vous allez aborder en fin de semaine dans votre assemblée, nous aussi, c'est dimanche, notre assemblée dans Joliette, de savoir souveraineté ou bon gouvernement, est-ce que ça peut cohabiter, pas cohabiter? Bien, moi, je pense qu'il faut voir que le parti, il est responsable de travailler sur la souveraineté. Notre parti, il doit être fort. Et les militants, je vous invite à prendre toute la place qui doit pour revenir au sein du parti, au sein des instances, surtout en ce moment. La course, oui, mais toute la reconstruction du parti qui est en cours aussi. Parce que notre parti, il est fort. Pourquoi? Parce qu'il est vivant, il est fait de débats, il est fait d'hommes et de femmes qui sont là par conviction. Donc, partir très clairement avec les gens dans le parti pour se dire, ce projet-là, c'est pas le projet d'un gouvernement, c'est le projet d'une formation politique et qu'on espère élargir le plus possible pour que ce soit le projet d'une collectivité, d'une société. Et ça, il faut y travailler très fort. Et moi, je propose, avec les autres formations, en essayant de se développer un forum de travail pour les 4 prochaines années. Par ailleurs, comme formation politique, on se projette comme gouvernement. On doit, même Option nationale, dont la seule raison d'être est supposée d'être l'indépendance, a un programme. Ils ont un programme parce qu'on veut aussi montrer aux gens ce qu'on voudrait faire. Et moi, ma proposition à cet égard-là, c'est que lors de notre prochain congrès, que notre prochain programme, oui, il soit fait d'idées. Puis là, on a le droit d'être des sociodémocrates puis des progressistes. Je pense qu'on a le droit de montrer comment un pays du Québec pourrait nous permettre d'atteindre ces objectifs de redistribution de la richesse, d'égalité des chances qui nous tiennent à cœur profondément. On a tout à fait le droit. Ça ne veut pas dire qu'on fige le pays pour toujours, mais ça veut dire que nous, il y a des raisons claires qui font en sorte qu'on y croit à ce pays-là puis qu'on le veut.
Mais pourquoi on n'imaginerait pas que le prochain programme puisse se décliner du bleu pâle au bleu foncé? De ce qu'on peut faire comme Québec-Province à ce qu'on pourrait faire comme Québec-Pays dans tous les domaines. Ce serait un formidable, je pense, exercice pour nous, parce que même dans les juridictions sociales qui sont supposées d'être de notre compétence, on a des écueils, on a des bâtons dans les roues. Le fédéral décide de couper dans les transferts en santé, décide de contrôler nos chaires de recherche dans les universités, décide d'investir dans des domaines qui devraient relever de notre propre compétence. Donc, il faut montrer ce qu'on peut faire en ce moment, ce qu'on peut faire en environnement, ce qu'on peut faire en éducation, ce qu'on peut faire en programmes sociaux, ce qu'on peut faire pour lutter à l'itinérance. C'est pas des farces, j'ai juste été ministre 18 mois, mais je me suis heurtée au fédéral dans à peu près tous les dossiers, le communautaire, la toxicomanie, l'itinérance, mourir dans la dignité. J'avais toujours des bâtons dans les roues du fédéral, pour qui, pourtant, c'était pas de sa compétence. Mais par tout un système qui s'est créé au fil des décennies, on est pris dans ça. Donc, pourquoi ne pas faire cet exercice-là de dire, voilà ce qu'on peut faire. Québec, en ce moment, c'est déjà peut-être pas pire, mais regardez jusqu'où on pourrait aller. Regardez jusqu'où on pourrait avoir un pays à notre image si on pouvait agir dans tous nos champs de compétences de manière totalement libre et autonome. C'est ce que je propose. Et puis, finalement, je propose que ce congrès-là ne soit pas un congrès comme les autres. Je propose que, compte tenu du choc que nous avons eu, compte tenu de l'importance de la reconstruction du lien de confiance avec les citoyens du Québec, que ce congrès-là en soit un de refondation. De refondation pour à la fois définir cette âme et cette essence dont je vous parlais dès le début, qui, je crois, s'est un peu perdu en cours de route, pour se dire, nous, souverainistes du Parti québécois, ce qui nous anime profondément, pour se dire comment on projette l'avenir, pour se dire aussi qu'on veut envoyer un message clair, qu'on a compris ce que la population nous a dit le 7 avril, puis qu'on n'a pas pris ça comme quelque chose qui était banal, et qu'on a pris la pleine mesure du message sévère qui nous a été envoyé, et que cette confiance-là, on veut la regagner avec toutes nos énergies, toutes nos forces, toutes nos convictions, et que donc on appelle à une refondation pour à la fois définir ce qu'est notre avenir, ce qui nous anime, mais aussi peut-être revenir à l'essence de qui nous étions, le Parti québécois, le Parti des Québécois. On était le Parti québécois parce qu'on se voulait le parti qui rejoignait les aspirations les plus concrètes, les plus humaines, les plus justes des Québécois. Et aujourd'hui, je pense qu'on se doit de revenir à cette essence-là. Et la manière la plus extraordinaire d'y revenir, c'est d'être un pays, c'est d'être un parti qui offre rien de moins qu'un pays. Alors moi, en terminant, j'ai envie de vous dire que moi, je me dirais qu'un slogan, si je m'étais lancée, par exemple, dans la course à la chefferie, ça aurait pu être « Refaisons-nous confiance ». Refaisons-nous confiance comme parti, confiance d'être capable de bâtir de grandes choses, parce que le Parti québécois, c'est un grand parti. Il ne faut jamais l'oublier. C'est le parti qui a le plus fait progresser le Québec et les Québécois. D'énormes avancées dans toutes les sphères de la société. C'est pour ça que c'est si dramatique de voir ce que le gouvernement actuel est en train de faire, de tout ce qu'on a construit à la sueur de notre front. Mais c'est un grand parti. Refaisons-nous confiance comme parti. Refaisons-nous confiance comme communauté, donc comme parti qui est en lien avec la société. Rebâtissons cette confiance. Et refaisons-nous confiance aussi comme groupe, comme État qui a toute la légitimité, tout ce qu'il faut, rien à envier à aucune autre nation. Refaisons-nous confiance et donnons-nous tous les moyens de nos aspirations en se donnant un pays. Merci. Ça vous donne pas le goût, c'est pas un jeu de mots, de vivre dans la dignité tout à coup, là? Pas juste mourir, me semble, on pourrait quelque chose comme un... 47, c'est ça? On pourrait.
Bon, alors j'ai des prix de présent. Non, j'ai des questions. Alors là, c'est l'heure du bingo. Ouais. Alors, comme d'habitude, il y a du monde qui va être chanceux, il y en a qui ne seront pas. Comment apprendre? Oui, vous avez un peu répondu à ça, c'est pour ça, là, c'est un peu bizarre. Comment apprendre du passé? Je ne veux pas dire des erreurs, mais de ce qu'on a fait, des choses qu'on a plus ou moins organisées. Comment apprendre et aller plus loin? Et dans le même ordre d'idée, qu'est-ce qui manque comme valeur au Parti québécois? Pas nécessairement chez un chef, là, mais qu'est-ce qui sont les valeurs dominantes de la nouvelle direction, d'une nouvelle direction au Parti québécois? Ben, c'est ça, j'ai un petit peu répondu, mais je dirais que comment apprendre? Ben, d'abord, il faut réaliser qu'il faut apprendre. C'est toujours pas pire. C'est comme c'est de savoir. Il faut toujours savoir qu'on ne sait pas, hein, si on veut. Donc, un petit peu d'humilité en politique, je pense que ce ne serait pas de refus. Tout parti confondu, mais nous aussi, on ne fait pas exception à ça. Donc, moi, je pense qu'il faut apprendre du passé, parce qu'écoutez, on a été quand même 9 ans dans l'opposition. Pas là. J'espère que ça ne sera pas 9 ans. 6 mois, c'est déjà très long, je peux vous dire. Mais on a déjà été 9 ans. Est-ce qu'on a préparé le projet de souveraineté pour que quand on se représente aux élections, on ait quelque chose de très clair, une démarche très claire qui allait rassurer tout le monde? Non. Alors, pour moi, ça, c'est un grand enseignement. Ça n'a aucun sens. C'est comme si, quand on est au gouvernement, on est pris par la gouverne de l'État, puis là, on dit, ouais, ben là, on s'occupe de souveraineté un petit peu comme ça, on forme des comités, alors que ça devrait être intrinsèquement lié toujours à notre gouvernance, première des choses. Mais en plus, quand on est dans l'opposition, on n'a pas cette excuse-là. On devrait être complètement focusé sur la préparation de la prochaine ronde. Mais je pense qu'on était très déprimés après 95, je le conçois parfaitement. Mais on a eu jusqu'à 2003 de pouvoir, puis après on a eu de 2003 jusqu'à 2012 d'opposition. Donc qu'est-ce qu'il faut apprendre? Ce qu'il faut apprendre, c'est clairement, selon moi, je suis vraiment tannante avec ça, mais c'est la préparation, l'ouverture, la transparence. Moi, je dois vous dire qu'en politique, j'ai eu un grand choc, c'est l'improvisation. Là, on voit un gouvernement qui improvise beaucoup, mais on n'a pas été parfait non plus à ce chapitre-là. Il faut arrêter l'improvisation. Comment voulez-vous que les gens aient confiance en nous s'ils sentent qu'on improvise? Au contraire, je pense qu'ils vont nous croire, ils vont nous faire confiance, même si parfois on dit des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, s'ils sentent qu'on est honnête, intègre, puis qu'on sait où on veut les amener. Ils sont prêts à nous pardonner des erreurs de bonne foi, des choses avec lesquelles ils ne sont pas 100% d'accord parce qu'ils font confiance qu'on veut les amener là où ils savent qu'on veut les amener, exactement là où on leur dit. Donc ça, je pense que c'est important. Puis l'autre chose, c'était les qualités. Moi, les qualités, je pense que c'est d'être capable d'être rassembleur. Je pense que on sous-estime à quel point les gens sont rendus plus loin que ceux qui font de la politique dans ce qu'ils souhaitent voir de leurs élus. Je le disais tantôt quand je parlais de la perte de confiance, de la désaffection. Si vous saviez comment les gens, après les séances de travail de commission parlementaire, de la commission Mourir dans la dignité, venaient nous voir, les élus, on ne se rendait même pas compte que vous étiez différents partis, on a aimé ça, vous nous avez réconcilié avec la politique. Bien, je pense que nous, le Parti québécois, on doit se donner ce mandat-là, de faire les choses autrement. Donc, moi, je m'attends que la volonté de rassembler, d'être transparent, d'être clair, que ce soit des valeurs très, très fortes et en ayant aussi une vision, des idées, pas juste être dans la stratégie, d'être vraiment dans le fond des choses. Et je pense que les gens souhaitent de ça aussi. Comment réagissez-vous à la destruction ou l'ébranlement d'un ensemble d'acquis de la société québécoise qui viennent bouleverser la justice sociale, l'égalité des personnes et qui vient un peu bafouer certains éléments que vous avez mis en place? Puis finalement, comment vous faites pour supporter les libéraux tous les jours? Ça, c'est rajouté. On fait maintenant, il est inscrit à notre horaire avant chaque caucus une séance d'une demi-heure de yoga. Donc c'est comme ça, Mathieu, qu'on réussit à date à passer au travers. Puis quand ça ne suffit pas, ben, le soir, on fait un peu de tai chi. Donc, c'est comme ça qu'on réussit. Sincèrement, ben, je pense que personne ici peut accepter ce qui est en train de se passer. C'est surtout que quand je vous parle de vision, il n'y en a aucune vision. S'il y a quelqu'un qui est capable de voir une vision autre que celle de systématiquement
démanteler l'État québécois parce qu'il faut savoir qu'il gonfle. Puis là, on a l'air là, des gens complètement sautés. Mais il gonfle les problèmes financiers. Puis il y en a des problèmes financiers, je ne nierai jamais ça. Puis l'atteinte de l'équilibre budgétaire, oui, c'est important. Mais parce que sur le dos de l'atteinte de l'équilibre budgétaire, il y a une volonté de déconstruire un certain modèle de justice sociale, d'égalité des chances, auquel je crois une grande majorité de Québécois tient. Est-ce que les gens veulent plus d'efficacité, de fluidité dans la livraison des services, dans la fonction publique? Oui, moi aussi, je veux ça. Mais je veux qu'on travaille sur l'efficacité en même temps qu'on va travailler sur l'équité. Et c'est ça qui doit aller de pair. Si on en sacrifie un au bénéfice de l'autre, qu'on met tous nos œufs dans le panier de la soi-disant efficacité, qui, de toute façon, c'est pas du tout vers ça qu'ils s'en vont, là. En santé et en éducation, de créer des énormes ensembles, loin des gens, où on enlève les citoyens, on enlève les usagers. Quand on fait des réformes sans consulter personne, des réformes qui bouleversent autant les familles, le secteur de la santé, de l'éducation, le secteur régional, le développement économique régional, les carrefours jeunesse-emploi, bien, écoutez, ça n'a aucun sens. Comment voulez-vous faire de ces réformes-là, faire adhérer les gens à quelque chose s'ils ne sont pas le moindrement impliqués? C'est, je pense, aux antipodes de ce que la population souhaite. Donc, oui, c'est très difficile. Et moi, je crois, j'ai oublié de vous dire ça tantôt, mais que notre refondation du parti, j'espère que ça va mijoter dans votre tête, donc elle doit, oui, être collée sur le principe de la souveraineté et d'un dialogue continu avec les autres mouvements et formations, mais aussi sur le principe de l'équité. Pas une équité désincarnée, mais une équité entre les personnes qui met au cœur, donc, de ce principe-là, l'éducation, la lutte aux exclusions, parce que la lutte aux exclusions et l'éducation, c'est payant aussi, c'est un investissement, ils ne comprennent pas ça, là, eux, mais d'avoir moins d'itinérants, c'est non seulement une manière de donner la dignité aux gens, mais c'est une manière de faire en sorte qu'ils deviennent des citoyens, pas de seconde zone, impliqués, qui payent des impôts, qui travaillent, et c'est donc une richesse individuelle et collective. Même chose pour l'éducation. L'équité entre les générations, je pense qu'avec leur manque de vision en matière environnementale, sont en train de sacrifier ce principe-là. Ils nous parlent de ce principe-là en disant qu'il faut être raisonnable, puis il faut payer notre dette. C'est pas juste la dette, l'équité entre les générations, c'est l'environnement. C'est d'être capable de dire les jeunes familles là, qui ont des bébés maintenant, ça serait le fun d'être capable de les aider à vivre, d'être capable de vivre décemment. C'est ça l'équité entre les générations. C'est aussi l'équité entre les collectivités qui permettent que tu naisses dans une ville ou dans une campagne, en Gaspésie ou à Terrebonne, que tu aies une égalité de chances de te réaliser. C'est pour ça que leur saccage du développement économique régional est aussi si grave. Donc, c'est ça que je leur dis. Vous avez exprimé toutes sortes de bonnes et de grandes idées, transparence, écoute, concertation, entre autres. Vous avez parlé d'obtenir un front commun de tous les mouvements, partis souverainistes, pour trouver une espèce de, pas simplement de front, mais de tronc commun. On en a parlé tout à l'heure. Comment s'assurer que ces idées-là vont survivre à une course à la chefferie où les idées et les valeurs risquent d'être occultées par des éléments de popularité, des éléments de vedettariat, des éléments d'engouement, puis on sait ce que ça veut dire et ce que ça vaut, l'engouement. Ça ne dit que l'espace de matin, comme c'est les roses du même nom. Hein. Donc voilà. Alors, comment s'assurer pour que toutes ces bonnes idées que vous nous apportez aujourd'hui, je sais, tu sais. Comment s'assurer que toutes ces idées, et là je me lance en politique, mais ça sent rien. Quel de vous parlait? Oui. Comment s'assurer que ça, c'est bien beau avoir des idées, mais si finalement, l'histoire, c'est un concours, comment s'arranger pour qu'on surnage et qu'on réussisse à atteindre nos objectifs? Bien, moi, je dois vous dire, faire une confidence. Moi, j'aurais souhaité profondément que l'exercice que vous allez faire en fin de semaine, que toutes les circonscriptions font, Mathieu Lefebvre, j'aurais souhaité qu'on ait une période de discussion entre militants et même en ouvrant les fenêtres vers d'autres personnes engagées pour se poser toutes ces grandes questions-là qui sont les nôtres, desquelles on parle ce soir, desquelles vous avez parlé dans les dernières rencontres, avant de faire la course. Comme ça, il y aurait eu une espèce de tronc commun
de dessiner. Les candidates auraient pu en faire ce qu'ils voulaient, mais au moins il y aurait eu une légitimité, une démarche, si vous voulez, militante, citoyenne, qui aurait été à la base et qui aurait fait en sorte que ça n'aurait pas été plaqué. Là, en ce moment, il y a comme deux processus. La course est partie. Certains vont dire que c'était impossible de la retenir. Peut-être, mais en tout cas, moi, je pense qu'à l'impossible, en tout cas, ça... non, c'est l'inverse de ça. Je pense qu'on est toujours capable, donc, de rendre... C'est ça, rien n'est impossible. Et qu'on aurait pu au moins l'essayer, mais ceci étant dit, on n'est pas dans cet univers-là. Moi, je pense, comment le faire? Bien, ça, c'est entre vous-mêmes. C'est les militants qui vont faire toute la différence dans la course qui s'amorce. C'est vos exigences, c'est votre rigueur à vous, c'est le fait que vous allez dire, ben nous, on en veut des débats. L'engouement, là, c'est excellent en soi. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. L'engouement peut être très bon. Le charisme, toutes les valeurs qu'on peut voir chez plein de candidats. Moi, je suis vraiment impressionnée de la qualité des candidats et candidates. Je pense que si on réussit à percer justement le mur de juste, je dirais, les stratégies, puis qu'on va vraiment dans les idées, puis j'y crois. J'y crois que c'est possible. Ça va être extraordinaire. Ça va être plein d'effervescence, de débats. J'espère qu'il va y avoir des espaces de débat importants. On le souhaite tous, mais vous avez un rôle énorme. Vous êtes des militants, vous devez prendre votre place dans votre exécutif local, auprès du national, exiger ces rencontres-là, ces débats-là, le dire quand il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et moi, je crois que c'est vous, en grande partie, qui allez donner toute cette force à cette course-là. Vous êtes un peu les garants de l'intégrité de cette course-là pour que ce soit quelque chose de profondément, je vous dirais, de profondément transformateur pour notre mouvement, pour qu'on se reconnaisse comme il faut. Et il ne faut pas compter sur les médias comme en campagne électorale. Non, mais c'est la même chose. En campagne électorale, vous le savez comme on est frustré en campagne électorale. En tout cas, la dernière, on l'était un petit peu. Donc, on l'est souvent parce que les campagnes, maintenant, sont des campagnes désincarnées, des campagnes de chefs. On ne voit pas l'équipe, on ne voit pas ce qui se passe sur le terrain. On n'est même pas capable de faire passer nos idées. C'est complètement surréaliste. Donc, là, le même risque nous guette, hein, parce que les médias, eux autres, ils ont leur scénario, ils savent ce qu'ils veulent pas, il faut qu'ils montent un contre l'autre, donc tout ça. Soyons plus intelligents, soyons sereins, respectueux. On travaille à chaque jour au caucus pour ça. Oui, c'est important. Et on va travailler très fort pour qu'on y arrive, mais vous aussi, vous avez un rôle important. Je vous invite à le jouer pleinement. Il faut que le Parti québécois redevienne vraiment le parti de ses membres. Mesdames et messieurs, c'était Véronique Yvon et j'ai une dernière question, mais que je ne vais pas formuler comme question, je vais faire juste une observation. La personne a écrit « Il paraît que vous dites que vous n'êtes pas une battante. » Si elle, c'est pas une battante, là, j'aimerais pas savoir ce que c'est si elle est une battante, je vous dis, parce que de l'énergie, de la conviction, c'est incarné chez Véronique Yvon. Dis pas ça, mais moi, je le trouve extrêmement. Mais ça, c'est moins surprenant parce que vous êtes de la région, Mme Yvon. Donc, voici donc les produits de Saint-Ligory. C'est pas un coin qu'on connaît. La municipalité! De Saint-Ligory, de Terrebonne et des environs, des produits locaux. Donc, on est très fiers. Comme on est fiers d'être Québécois, comme on est fiers de vous. D'être à nos doigts aussi. Merci beaucoup. Je vous attends la semaine prochaine.